est de retour pour un nouveau CQFR avec Shai Mamou. Shai, nouvel épisode ce matin. On va commencer par parler de Victor Wembanyama. Ça faisait un petit moment là qu'on l'avait pas forcément abordé dans le CQFR, le Victor, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, on avait vite fait évoquer le fait que Jérémy Sohan, qu'il y avait un tandem entre les deux, une connexion qui s'était liée, mais c'était plus axé sur Jérémy Sohan. Ouais. Voilà, donc bon, on ne peut pas nous accuser de surfer constamment sur Wembanyama, mais c'est vrai que bon, il y a quand même une décla qui fait la une, qui fait l'actualité, c'est celle sur sa participation au JO. Je vais essayer de vous la trouver Je, exactement. Voilà. je Ah, l'ai tu si tu l'as, veux. tu Hein, l'as sous les yeux, alors je l'ai vas-y, sous je les te yeux. laisse la main. Donc en gros, il explique que, bon, comme vous le savez, il n'était pas là à la Coupe du Monde. Son forfait avait un peu surpris parce qu'on avait l'impression qu'il était déterminé à déjà faire la Coupe du Monde pour préparer les Jeux Olympiques. Et là, ce coup-ci, il nous dit que les JO, c'est bon, on s'y attendait, hein, c'est pas une surprise, mais que là, les Oui, JO, bien c'est sûr. clairement l'objectif. C'est peut-être plus surprenant du point de vue, enfin surprenant. C'était peut-être un tout petit peu moins attendu et moins sûr du côté américain où ils se disent il privilégie sa carrière NBA alors qu'il y a la Coupe du Monde. Est-ce que pour les JO, bon, en tout cas, la déclaration, réussir les JO, ce serait une belle histoire. Il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent. J'ai regardé la Coupe du Monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de jugement à porter. Je n'étais pas dans l'équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n'altère pas l'opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l'an prochain. Bon, alors voilà, c'est toujours comme toujours bien, c'est bien amené, c'est bien dit, c'est du Victor Wembanyama. Il prend bien soin de pas chagriner. De ne pas critiquer les joueurs qui ont participé malheureusement à cet échec. Il y a toujours cette espèce d'ambition. Tu te souviens, on se disait, il est quand même ambitieux vis-à-vis de l'équipe de France parce qu'il dit que son rêve, c'est de battre les États-Unis en finale d'une compétition. Donc il y a à la fois ce respect pour les joueurs qui ont participé à la dernière compétition, il y a cette ambition, et le fait qu'il veut aussi montrer aux Français qu'on pu le critiquer. Hein, il a été critiqué. Hein, des gens ont dit pourquoi est-ce qu'il vient pas? Il a dit qu'il venait. Qu'est-ce que ça va lui apporter de rester aux États-Unis alors que l'expérience d'une compétition, ça aurait peut-être été mieux. Il y a un condensé de tout et je trouve la décla, comme souvent avec Victor, intéressante. Et bon, c'est plutôt, même si on s'y attendait, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il est tourné déjà vers les JO 2024. Et pour finir, je précise que la déclaration était dans les colonnes de l'équipe, évidemment. Oui, je crois que c'était même une conférence de presse en vérité d'ailleurs. Mais Victor Wembanyama, ce qui m'épate là, enfin m'épate, ce que je retiens, c'est la confiance affichée en fait. Parce que du coup, bien sûr, on peut penser, il y a plein de raisons de penser que l'équipe de France, si elle refaisait la Coupe du Monde, là par exemple, tout de suite, on reprend toutes les mêmes équipes, on refait la Coupe du Monde. Je pense pas que l'équipe de France se plante autant. Pour autant, je suis pas sûr que l'équipe de France gagne. Il y a quand même un vrai chantier en un an et lui, il est super confiant. Il parle que de l'or. Enfin, on ne vise que l'or. Le vrai changement qu'on peut attendre en un an, c'est sa présence à lui. Je veux dire, il y aura évidemment des évolutions. Il peut y avoir des joueurs qui se démarquent, il peut y avoir un effectif un peu différent, peut-être une prise. Enfin, il y a des choses qui peuvent changer, mais le principal changement, ça serait son arrivée à lui, sa première compétition. Et lui le présente comme justement non, mais il y a la place, il y aura quelque chose de grand à Paris. J'imagine qu'il s'intègre pas seulement lui dans l'équation, mais c'est intéressant de voir qu'il pense déjà que sa présence peut et va changer les choses. Et quelque part, c'est que nous aussi, je crois qu'on avait l'air, toi et moi, on avait l'air quand même plutôt confiants de se dire Victor Wembanyama, il peut déjà avoir un gros impact sur l'équipe de France. Ouais, bon, maintenant, il y a la prudence. On est obligé de faire avec ce qui s'est passé à la Coupe du Ouais. Monde. On peut plus dire, oui, ils ont raison de viser l'or. Mais j'ai dit 18 fois qu'ils avaient raison de viser l'or à la Coupe du Monde, vu la disposition des autres équipes, vu l'effectif qu'il y avait. Enfin, ça me semblait logique de viser l'or. Là, pour les JO, en prenant en compte que la plupart des grosses nations auront leurs meilleurs joueurs, et que il y a eu un petit traumatisme avec cette Coupe du Monde, que Team USA, de ce qui semble, va amener une énorme équipe. T'es obligé de viser une médaille. Dans tous les cas, l'or, je sais pas. T'es obligé de viser une médaille quand t'organises des Jeux Olympiques et que ton équipe a été compétitive lors de la plupart des compétitions récentes, que tu as Victor Wembanyama qui est annoncé comme un talent all-time. C'est logique. Après, il m'a l'air d'être fait dans ce moule-là. Hein. Il veut aussi être champion NBA. Je pense qu'il veut pas l'être à 35 ans. Il est fait comme ça. Donc oui,
C'est bien. Faudra juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fiasco à nouveau au JO, parce que tous ceux qui ont dit, et nous y compris, hein, si on dit ouais bon c'était un accident la dernière fois, on a raison de viser l'or, on va éclater tout le monde, bah ça va backfire rapidement. Oui, puis Mais surtout, ça serait dommage à domicile en plus. voilà, là il y Mais a le contexte qui fait ça aussi. je pense qu'il donne surtout le ton, en fait, quoi. C'est sa Mm. manière de toujours montrer, voilà, là, c'est là où moi je veux aller. Je veux que nous, ensemble, on aille là, avec moi. Donc suivez-moi et ça va bien se passer, quoi. Il a un peu ce côté déjà. Je pense que ça aura nettement plus d'impact, ce genre de discours, quand justement sur le terrain, il sera aussi établi comme une superstar, que ce soit en NBA ou plus tard en équipe de France. On verra à quel moment l'équipe lui revient, parce que je pense qu'elle est destinée à lui revenir à un moment Ouais. ou un autre, cette équipe de France. Est-ce que ce sera dès la première compète? Bon, ça me semble quand même un peu tôt, mais on verra, on ne sait pas, on ne sait jamais. Bah, c'est ça qui Moi, va être moi, je pense, intéressant, hein. moi, j'aurais honnêtement, je me souviens, j'avais fait ce pari. J'avais Ouais, dit s'il joue la Coupe du Monde, ce sera le meilleur marqueur. Pas le meilleur joueur, mais le meilleur marqueur des Bleus. ouais. Bon, avec le recul, vu la manière dont Fournier scorait, je sais pas, mais Peut-être, hein, tu sais pas, mais c'est enfin, je veux dire, possible. c'était pas fou de l'imaginer, mais ça pose la question. C'est une question intéressante à laquelle Vincent Collet va devoir répondre aussi, hein. C'est Wembanyama sera là, mais quel rôle tu lui accordes, Mm. il y a toujours même si parfois, enfin c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même souvent une hiérarchie dans une équipe en termes de nombre de shoots que tu prends, bon, même si c'est souvent en NBA ça, hein, mais c'est ça va être intéressant de voir quel rôle il aura dans cette équipe-là. Ouais. Moi, je pense, je suis d'accord, hein, je pense qu'il va, vu ce qui s'est passé, il peut sembler un peu plus légitime pour prendre rapidement des responsabilités importantes, je pense, en tout cas au niveau du scoring, quoi. Ouais, et puis tu as raison de parler de hiérarchie, parce qu'il y a quand même, normalement, c'est sur les postes sur lesquels il joue, il y a quand même deux joueurs très très bien installés, c'est Gershon Yabusele, pardon, et Rudy Gobert. Ouais. Faudra voir, il y aura une gestion sur ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il prend vraiment la place de l'un des deux? Mhm. Est-ce qu'il joue avec les deux en jouant poste 3 et du coup c'est Batum qui sort Ah du ouais, banc? Mais bon, là, ça ferait quand même, le méga je tall sais pas, ball. ça serait quand même un profil très particulier, un profil d'équipe très particulier. Mhm. Enfin bon, on suivra tout ça, mais bon, c'est évidemment une bonne nouvelle de savoir que Victor Wembanyama a la tête aux Jeux Olympiques, même si effectivement on n'en doutait pas une seconde de notre côté. Absolument. Ouais. On va enchaîner avec Damian Lillard, alors il y a beaucoup de choses sur Lillard, parce que Lillard est resté pendant 127 heures d'affilée en stream voilà, Ouais. sur Back on Fig. Donc, enfin bref, il est resté longtemps dans une émission. Il a parlé de beaucoup de choses. On peut peut-être se concentrer un peu sur l'aspect Trailblazers, l'aspect sur son futur, Mhm. notamment le fait, voilà, il dit dans un monde idéal, je resterai toute ma carrière à Portland, mais voilà, il fait comprendre qu'apparemment la franchise ne veut pas tout à fait la même chose que lui. Comment t'interprètes ça, toi? Bah, on est toujours dans cette espèce de, enfin, tout le monde essaie de ménager un peu l'autre partie. C'est toujours, on est sur le même mood depuis le début de cette histoire-là, hein. Là maintenant, il a clairement fait comprendre qu'il voulait partir parce que ils sont plus sur le même, ils ont plus les mêmes objectifs, quoi. Enfin, de son point de vue, Portland veut se reconstruire et lui, il a pas le temps. Ils ont pas, de son point de vue, fait tout ce qu'il fallait pour renforcer l'équipe. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis en balance le pic qui est devenu Scoot Henderson. Ils ne pensent pas que Scoot Henderson, aussi talentueux soit-il, parce qu'apparemment, ils ont déjà, enfin, je veux dire, ils se sont déjà vus, ils ont déjà parlé, ils ont peut-être même déjà travaillé ensemble, hein, c'est pas le problème, mais de son point de vue, l'équipe sera pas compétitive tout de suite, donc il est obligé de partir, mais c'est, on en est toujours au même point, quoi. Ça bouge pas, il fait quand même bien attention de pas faire de déclarations tonitruantes. Il dit toujours, si dans un monde idéal, je peux rester à Portland, en gros, mais donc les ponts sont pas complètement rompus, c'est-à-dire qu'il il va se pointer au training camp, il va peut-être débuter la saison. S'il lui demande de jouer, il va jouer, je pense. Donc il fait toujours bien attention de ménager la situation et sa relation avec les Blazers et avec les fans. Pour l'instant, il n'a pas encore sorti de trucs du genre non mais vous comprenez pas, vous pouvez pas tout, vous savez pas tout, on me l'a fait à l'envers, on m'a promis ça, on m'a promis ça. Bon, c'est pour faire le parallèle avec James Harden, on le fait depuis le début depuis le début de l'intersaison, hein. Oui, c'est les deux dossiers qui sont arrivés en même temps, quoi. C'est des dossiers très différents et on est plus. Tu vois, je pense à Yanis parce que ces derniers jours, on parlait de Yanis et du fait il prévenait aussi qu'il allait peut-être partir et que c'était aussi dans un souci de ménager la fanbase. On est plus sur quelque chose de cet ordre-là, avec des joueurs qui ont construit quelque chose avec des gens, avec des dirigeants. Et ils veulent pas, ils ont, pour l'instant en tout cas, j'espère que ça restera comme ça, ils ont la décence de pas tout faire exploser
tant qu'ils sont pas trop frustrés. Après, je sais pas, au bout d'un moment, si Lillard voit qu'on le trade pas, qu'il lui reste beaucoup d'années de contrat, qu'il est bloqué, peut-être que là, ça ira autrement. Mais pour l'instant, on est toujours là-dessus. Ça dépasse pas un certain seuil de décence, je trouve. Ça va. Ouais, t'as raison, ça montre que le gars est prêt à jouer encore pour Portland, tu vois, quelques mois, peut-être pas au-delà de la deadline, mais voilà, il n'est pas fermé à l'idée de commencer la saison. Ce qui sur le côté, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ce qui m'étonne un peu, c'est que tu as les dirigeants des Blazers qui, eux, continuent de te dire non, mais nous, on veut gagner. Notamment dans la manière dont ce que demande en échange de Damian Lillard, tu vois, il y a le côté non, mais nous, on veut gagner, on va être compétitif. Ce que je trouve un peu étrange quand même de la part des dirigeants, mais bon, quelque part, ils ont aussi. En fait, il y a je sais pas, ils ont l'impression qu'ils jouent un peu sur tous les tableaux à la fois parce qu'ils ont quand même re-signé Jeremy Grant, même si je pense que c'est dans une volonté de l'échanger plus tard si jamais il y a reconstruction. Et puis après, on ne sait jamais, tu l'avais dit une fois, si Portland démarre plutôt bien la saison, que pour X raison, il y a une star qui se retrouve disponible, les Blazers ont des atouts, enfin bon, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Là, le Miami, tu as évidemment une meilleure équipe que les Blazers, hein, mais tu vois, en saison régulière, tu ne sais pas au bout de 2 mois qui peut commencer à telle position avec tel bilan, enfin. On verra l'évolution de ce machin. Mais au moins, tu as raison, il y a quand même la volonté de rendre ça plus fluide et plus agréable que certains dossiers. C'est le plus important pour moi parce que je déteste voir des joueurs avec lesquels il y a une vraie relation avec des fans et avec la franchise et que ça parte en cacahuète à la fin. C'est tout ce que je déteste. Moi, j'aime bien quand les types ils essaient de rester toute leur carrière dans la même équipe. Et là, Lillard, ok, je veux dire, je comprends ses motivations aussi, il n'y a pas de souci. Tant que ça se finit bien, que c'est propre et qu'après le gars, il n'y a pas à se dire est-ce qu'on va lui retirer son maillot parce que franchement, on peut plus se blairer, c'est compliqué. Tu vois, là j'espère que ça va bien se terminer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas. Pour Lillard, il y a une petite info complémentaire, c'est que le fait qu'il y a une équipe de la conférence Est, alors Mystère a qualifié ça d'une équipe mystérieuse. Bon, ça veut juste dire une équipe dont il n'a pas cité le nom, quoi. S'intéresserait au dossier, on peut se demander qui c'est. Il y a ça parle beaucoup de Toronto. Ouais, c'est sûr. Enfin, je comprends pas du tout, moi, Toronto. Je comprendrais pas du tout. Moi, je suis sûr que c'est Toronto parce que, enfin, je suis sûr. J'imagine que c'est Toronto parce que on en avait déjà parlé, mais quel GM a déjà fait un move audacieux pour un joueur qui voulait partir, même si c'était pour bon, là, c'est pas pour du court terme, mais tu vois, avec Kawhi, Masai Ujiri a montré qu'il était capable de prendre des décisions difficiles, de trader des joueurs. Alors, je suis d'accord, au niveau des atouts du projet, c'est pas la même situation, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, on parle des Raptors parce que pour les autres, c'est pas surprenant. On sait que les Nets, à un moment, ils ont été intéressés. Les Knicks, le nom flotte toujours parce que t'as l'impression qu'ils gardent un peu leur petit trésor de guerre pour passer à l'action un jour, qu'ils ont refusé certaines stars. Qu'au bout d'un moment, ce sera pour une star. Est-ce que ce sera Embiid? Est-ce que ce sera Lillard? Donc, c'est des noms évidents. Je pense que ces équipes-là gardent l'idée dans un coin de la tête, mais l'équipe mystère, j'ai l'impression que c'est plus Toronto, moi. Ouais, mais voilà. Tu vois, je trouve déjà Lillard, c'est pas Kawhi Leonard. Et vous connaissez mon amour pour Damian Lillard, mais à un moment, il faut être réaliste. Damian Lillard, il faudrait le supporting cast parfait, je pense, pour que Lillard, il emmène une équipe très, 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 très loin, c'est-à-dire en finale NBA. Kawhi, il y avait quand même, c'est différent. Hein, c'est le Kawhi des Raptors, c'est en termes de niveau de jeu sur une saison, sur une campagne de playoffs, c'est quand même all-time. Et il n'y avait pas du tout le même effectif autour. Ils ont lâché que DeMar DeRozan. Enfin, tu vois, c'était un espèce de straight All-Star contre All-Star. Il y avait Kyle Lowry qui était donc dans son prime. Il y avait Pascal Siakam sur la pente ascendante, Serge Ibaka, il y avait déjà des vétérans. Là, tu récupères Lillard pour l'associer avec qui? Avec Siakam et Scottie Barnes. Pourquoi ce serait mieux que ce qu'il y a à Portland? Je vois vraiment pas l'intérêt. Et plein de jeunes. Il y aurait une espèce de double... En fait, de Damian Lillard, au bout d'1 an, il demanderait à nouveau son transfert parce qu'il se retrouverait encore plus bloqué. Il serait dans une situation, je suis dans une équipe qui a plein de jeunes, qui vise la reconstruction, et qui ne peut pas aller au-delà du premier ou deuxième tour de playoff. Mais il serait dans la conférence Est, par contre. Mais même à l'Est, enfin, les Raptors, même avec Lillard, Siakam. Si Lillard, Siakam, c'était l'assurance de passer un tour ou deux, les Blazers, ils l'auraient fait, en fait.
Je suis sûr que Siakam, ils peuvent aller le chercher, les Blazers, en fait. Mhm. Avec leurs atouts, même si les Raptors sont gourmands pour Siakam, je pense qu'il y a la place pour aller le chercher. Donc bon, moi, j'ai du mal vraiment à comprendre cette rumeur, cet intérêt. Donc tu penses que c'est une autre équipe, que c'est pas les Raptors? Les Raptors sont peut-être l'équipe mystère mentionnée, mais je pense que les Raptors n'ont pas d'intérêt à faire venir Damian Lillard. Je suis pas sûr que. Honnêtement, peut-être que Masai Ujiri, il y pense, mais j'ai l'impression que Toronto se dirige beaucoup plus vers une reconstruction que n'importe quel move. Je comprends pas quelle serait la finalité. Et je me dis qu'il y a plusieurs équipes de l'Est qui ont peut-être même des meilleurs atouts à proposer, parce que Toronto, ils vont pas donner Scotty Barnes dans la balance, de toute façon. Je pense pas. Donc OG Anunoby et des pics, ça aurait marché il y a 2 ans quand sa valeur était super haute. Je pense que les Raptors ont souvent surestimé sa valeur. Aujourd'hui, je préfère, j'essaye de pousser les nets à me lâcher Cameron Johnson et des pics. Je trouve ça plus intéressant, tu vois, ou Nick Claxton, ou je sais pas quel joueur jeune intéressant ils peuvent le céder en contrepartie, mais je mets plutôt un pressing de ce côté-là. Les Knicks ont plusieurs pics, les Knicks ont quelques jeunes. Je sais pas, les Knicks, à mon avis, ils lâchent. Bon, ils ont Jalen Brunson, donc ça a moins d'intérêt, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs franchises où ça a plus de sens que Toronto, quoi. J'ai lu Boston aussi. Mais alors là, pour le coup, ce serait un peu surprenant parce que comment est-ce que tu le fais venir aussi? C'est pareil. Est-ce que tu lâches Robert Williams? Est-ce que Sur les salaires, c'est c'est trop compliqué sans dur, lâcher hein? Jalen Brown, en fait. Si tu lâches Ah pas ouais. Jalen Brown, c'est impossible. Ça devient un espèce de casse-tête financier. Parce que le fait qu'ils aient fait venir Kristaps Porzingis, qui a un autre gros salaire, qui a Ouais. été prolongé en plus derrière, Boston, la seule méthode, c'est de lâcher Jalen Brown. Et pareil, si je suis les Celtics, je me dis, mais pourquoi je vais lâcher Jalen Brown pour un joueur qui est, ok, certes plus fort, mais plus vieux, alors qu'on a quand même la chance d'avoir Tatum, Brown et Robert Williams qui représentent à la fois le présent et le futur. Je ne comprendrais pas non plus. Je Non, trouve je qu'il suis y a peu de d'accord. situations en fait où ça a vraiment du sens. Et celle où ça a vraiment du sens, au final, c'est Miami. Ouais, C'est celle qui a le toi, plus de sens. tu restes sur l'idée où au bout d'un moment, ça va devenir une évidence. La question, c'est juste le moment, en fait. On en est toujours au même point. C'est pour ça que ça peut paraître rébarbatif, mais on a toujours l'impression qu'à un moment, d'un côté ou de l'autre, on va se rendre compte que soit il y a un sentiment d'urgence de la part de Miami parce que ça aura commencé trop mollement, et c'est possible, hein, parce qu'ils ont C'est perdu des joueurs. possible. C'est très possible. Ils ont perdu des joueurs qu'ils n'ont pas forcément remplacés, des joueurs importants. Et après, Portland peut se dire aussi, il faut qu'on profite pendant qu'il y a encore de la valeur, que c'est pas devenu trop tendu avec Lillard, que voilà, il y a un moment où ça va probablement s'imposer, mais de quel côté ce sera? Sur Miami, tu vois, c'est pour ça que timidement, je disais, on verra, tu sais, quand la saison commence, quelle équipe est dans quelle position, en fait. Je Ouais. pense que le Heat, il y a des scénarios où Miami a un bilan à peine positif, enfin positif, je pense, ou neutre, ou proche du neutre, et que Portland a un bilan à peu près similaire, et que du coup, tu vois, ça peut te remettre en. Je sais pas, ça remet des choses en perspective, même pour Lillard, tu vois. Ah, tu veux absolument aller là-bas? Bah regarde, ils sont 8e à l'Est, il y a les Hawks devant eux, il y a les Cavaliers devant eux. Tu veux vraiment jouer là? Même si on sait que Miami, derrière, c'est autre chose en playoff, c'est autre chose, c'est une culture, c'est tout un tas de choses. Mais tu vois, tu peux lui vendre le truc, mais regarde, ils vont nous donner tel asset en plus. Il n'y aura plus que toi, Jimmy Butler, Adebayo. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a moyen de vendre ça comme ça. J'ai l'impression que le Heat a quand même un peu foiré son intersaison, à payer le prix de ces role-players qui se montrent, et qui, du coup, je pense, les pertes de Vincent, de Struss, c'est quand même des pertes importantes. Il faudra voir comment On les reparler. connaît, hein. On les connaît. Ils vont encore nous sortir des joueurs Bien que sûr. personne n'a jamais vu jouer, dont le nom, on dirait que c'est des joueurs créés de NBA 2K. Et j'en les ai vus en Summer League, hein, déjà. J'en ai déjà vu 2-3 là. Je me suis dit, bon, ceux-là, ça va encore faire. Bon, là-dessus, ils peuvent toujours tabler là-dessus, hein, mais après, moi, j'imagine qu'à un moment, Butler et Adebayo, si le début de saison est compliqué, ils vont quand même aller dire à Pat Riley, bon, écoute, ce serait bien d'accélérer. Si tu chipotes pour un ou deux pics ou pour tel ou tel joueur, vas-y, quoi. Enfin, j'imagine que le truc sera comme ça à un moment. Après, il y a toujours cette possibilité parce que Portland attend une offre supérieure. Ils sont aussi comme ça. Puis ils ont raison, c'est logique, hein, de se dire peut-être une équipe qui va dégoupiller et nous faire une offre énorme, et que là, on pourra accepter. Il y a peut-être aussi cette possibilité-là. C'est pas forcé que ce soit le Heat qui commence doucement et qui surpaye.
enfin, qui paye plus que ce qu'elle offrirait à l'instant T. Donc, de toute façon, la saga continue. Le dossier est interminable, mais ensuite, on va continuer de suivre ça de toute façon. On va peut-être finir avec justement le dossier Yanis, même si je pense que c'est pas encore pleinement un dossier, mais il y a cette info ou rumeur, Mhm. Bobby Marks qui pense que l'avenir de Yanis, il est lié surtout à celui de Giro Holiday et que ça expliquerait tous les petits coups de pression récents de Yanis, enfin semi-coup de pression, serait surtout une manière de faire comprendre à ses dirigeants: ne vous foirez pas, il faut re-signer Giro Holiday dès que c'est possible. C'est ça. En fait, à partir de février, il est éligible à une extension, c'est ça? Si je Ouais. dis pas de bêtises. Et il est conscient, il est très conscient, et tout le monde l'a vu, que le destin des Bucks a basculé le jour où ils ont réussi à faire le trade pour Jrue Holiday, et tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est là sur le plan défensif, encore plus qu'avant. Tout le monde dit que c'est le défenseur le plus compliqué à négocier, hein. C'est même en prenant de l'âge, il reste incroyable. Même s'il y a eu, c'était Chris Middleton qui disait qu'ils avaient peut-être fait l'erreur de laisser Jrue Holiday les convaincre de s'occuper exclusivement de Jimmy Butler, de refuser les prises à deux et tout ça. Bon, et ils ont dit, Middleton a dit, Jrue Holiday, quand un mec comme ça, de ce niveau défensif-là, te demande de le laisser s'occuper de la superstar adverse, tu t'exécutes, et puis après, tu assumes la décision, et ils l'ont prise collectivement. Mais oui, c'est intéressant. Bobby Marks dit, je m'inquiète pour Yanis par rapport à ce qui peut se passer avec Jrue. Je pense qu'il sera la clé, et je vais garder un œil sur sa situation. Il est éligible à une prolongation le 22 février et pourrait se retrouver free agent l'an prochain. Que va faire Milwaukee avec lui? S'ils le perdent, je pense qu'ils sont en grand danger vis-à-vis de Yanis. Donc, quand Yanis met le coup de pression, est-ce que c'est juste pour dire il faut qu'on reste compétitif, déconnez pas avec Jrue, en le laissant partir ailleurs, ou en lui montrant pas qu'il compte? Ça peut faire partie de l'équation, effectivement, je pense. Mais en fait, de toute façon, Giroud, c'est son gars, c'est son grand pote. Il y a les frères Holiday, il y avait les frères Antetokounmpo dans l'équipe. On sait qu'il y a des vrais liens, il y a des vrais liens entre les deux. Ce qui est ironique, c'est qu'en gros, Holiday, il va avoir 33 ans. Là, c'est le moment où il peut encore signer un gros contrat sur plusieurs années. Les Bucks, je pense, vont lui donner. Je pense que le coup de pression d'Yanis, c'est en mode faites pas les cons, commencez pas à négocier sur le montant ou sur la durée. Surtout, je pense la question sera plus la durée. Par exemple, ils ont donné 2 ans à Brook Lopez. Honnêtement, si t'es les Bucks, tu préfères payer Holiday jusqu'à 35 ans ou jusqu'à 37? Ouais, je sais pas comment va évoluer son jeu, c'est ça le truc. Mais Exactement. Donc, surtout à un montant élevé, tu vois. Par exemple, Brook Lopez, il a pris sa thune, mais il a accepté les 2 ans, quoi. Holiday, je pense qu'il faudra donner plus que 2 ans s'il y a un peu bras de fer. Du coup, en fait, Yanis, ce qui est ironique, c'est que je me demande, est-ce que c'est vraiment une histoire de compétitivité? Alors, bien sûr, garder Holiday, c'est très important, hein, surtout là dans les 2 ans qui viennent, pour le coup. Mais si tu donnes 4 ans, si tu donnes 120 millions sur 4 ans à Giro Holiday, tu donnes 120 millions, et je ne sais même pas si c'est ça vraiment la somme, ça peut peut-être même plus que ça. Mais 120 millions, ça fait 30 millions l'année, c'est entre guillemets même pas tant que ça sur les 2 premières années pour Holiday. Ouais. Par contre, au bout de 2 ans, tu risques d'avoir un mec dont la valeur n'est plus tout à fait en. Après, peut-être qu'il va bien décliner, hein, mais je pense pas que Giro Holiday, à 36 ans, ça sera encore vraiment la troisième option d'une équipe qui joue le titre. Et du coup, c'est des hypothèses, hein, c'est vraiment un schéma, il faut suivre, c'est que des hypothèses. Du coup, tu peux être potentiellement celui qui a poussé pour que ton gars il se fasse payer, mais dans 3 ans, le fait que ton gars est payé, ça pose problème, tu vois, dans ta construction d'effectifs compétitifs, où tu veux absolument être compétitif. Bah ouais, mais regarde, on a payé ce mec-là, il est à 40 millions l'année, comment on fait maintenant, tu vois? Tout dépend de ce qui va se passer entre cette période-là, en fait. S'ils arrivent à rester compétitifs, à jouer le titre tout le temps, ils se diront que ça en valait la peine, et que au pire, ils le surpayent un an. Et après, peut-être qu'il y a aussi des équipes qui pourront le récupérer, et que c'est pas. Je pense pas que ce sera un joueur intradable, même à 35-36. Il y a des équipes qui voudront le prendre comme vétéran, comme joueur qui est encore bon défensivement. Oui, mais ça dépend quel est son salaire. Parce que le prendre comme vétéran, ça veut pas dire que si le mec est payé 40 millions, tu prends pas un mec 40 millions pour être un vétéran. Tu le prends pour être une de tes stars. Ouais, c'est vrai qu'il y a une limite. Il y a une limite. C'est une de tes 3 stars. Il y a clairement une limite. Ça, mais il sera peut-être encore chaud à 36. Et c'est peut-être pas ça le message envoyé par Yanis. J'ai juste émis l'hypothèse. Si le message envoyé par Yanis sur toute la compétitivité, c'est surtout une manière de dire payer mon gars Giroud,
ça serait ironique parce que dans 3 ans, il y aura une question, on se dira: «Ah mais les Bucks sont bloqués, qu'est-ce qui se passe?» Bah oui, ils ont payé Giroud un tel montant sur tant d'années, tu vois? Ouais, Mais après, quelque part, pour moi, ça serait logique de re-signer Jrue Holiday, hein, de le prolonger. C'est un cadre de l'équipe, tu vois, de la c'est même sûr. manière que les Warriors, payent, Klay Thompson, Mmh. Draymond Green et cetera, Ils même savent s'il n'y a ils pas le savent qu'ils même. lui doivent, hein. Ils savent qu'ils Ouais, lui voilà, doivent et ils savent exactement. que qu'est-ce que tu peux récupérer pour garder l'étiquette, équipe compétitive aux yeux de ton franchise player que tu espères garder. Ah Je oui. pense qu'il y a pas tellement d'autres solutions. Après, c'est vrai que peut se jouer, moi, dans ma perception, ça peut se jouer à quelques millions près, pour que le contrat devienne compliqué ou pas. Mais bon, tu vois, tu me disais 30, je me dis 30, c'est acceptable. Ouais, À pas 30, c'est 40, c'est des équipes, elles vont quand même franchement hésiter, tu vois? Sur une courte période, une équipe peut dire: «Bon, on a 1 an ou 2 de Jrue Holiday, c'est peut-être un peu cher», mais ça je peux l'envisager. 40, ça commence à faire beaucoup quand même. non, mais il est déjà attends, mais ça sera jamais 30. Il est déjà à 40, en fait. Là, il est à 36 cette année et il a une option à 39. Ouais, bon. Donc forcément sa prolongation, heu, après je sais pas, je connais pas la mentalité de Jrue Holiday, tu vois? Peut-être que lui-même va se dire: «Non mais OK, bah, moi j'accepte moins que Mmh. voilà, plutôt que d'avoir mes 39 sur 1 an, je préfère avoir 30 par saison mais sur 3 ans ou 4», tu vois? C'est Ouais, possible, je connais c'est à pas ça sa que je pensais. mentalité. C'est à ça que je pensais moi pour une Mais peut-être re-signature. aussi qu'il va demander, bah, non, bah, je veux 45, tu vois? Je veux 45 et sur Ouais. 3 saisons et là, du coup, tu es à ouais, quasiment 150 sur 3 ans, tu vois? Je sais pas, je connais pas sa mentalité. Faudra qu'on Mmh. s mais ça va être il va y avoir un du coup, là où Bobby Marks, nous met sur une piste intéressante, c'est que ça va être très, très important de suivre vraiment, même les petites phrases, tu vois, concernant les prolongations d'Holiday, savoir un peu justement qu'est-ce que lui demande, qu'est-ce que les Bucks sont prêts à lui donner. Mmh. Ça va être très intéressant ça dans les prochains mois, ça donnera des indices sur Yanis, quoi. Ah bah, de toute façon, clairement, enfin, Yanis, ça va être un enfin, tout dépend aussi de comment fonctionnent les Bucks, hein. C'est comme pour toutes les équipes. S'il y a des petits couacs en début de saison, forcément le sujet va revenir sur la table, vu la proximité après de la fin de son contrat. Mais si tout se passe bien, peut-être que ça glissera tranquillement et que le jour de la deadline, on se dira: «Ah tiens, ils ont ça à faire, ils ont Jrue Holiday à faire re-signer». Est-ce que moi je souhaite qu'il y ait pas trop de drama autour pour eux. Ça voudrait dire que ça a bien fonctionné et que la saison les playoffs derniers étaient un accident, voilà. Yes. Bon, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas, hier, il y avait une late session, vous pouvez aller sur Twitch pour la revoir. Il y avait quand même un peu de monde dans le chat, on a parlé de pas mal de trucs. Heu, On la je me mettra sur souviens YouTube on la on la mettra met sur YouTube jeudi, hein. Bah oui, ouais, exactement. tu allais me demander de quoi on a parlé, mais là, alors là, c'était quand même très Non, on a décousu, parlé de beaucoup de choses, on mais a parlé de tout et de rien, donc de toute façon, c'est un peu devenu le concept de la late session, donc vous pouvez venir chaque mardi, parler de tout et de rien, nous poser des questions sur le basket, sur autre chose. Antoine adore parler d'autres sports, mais voilà, heu, on le mettra en ligne jeudi, on le met en ligne jeudi soir sur YouTube, yes, pour ceux qui ont pas pu, yes, voilà. exactement. Donc j'allais dire aussi, effectivement, ce sera aussi disponible sur YouTube. Et demain, il y aura donc demain pour le coup, hein, jeudi c'est demain, donc demain il y aura donc la late session qui sera mise sur YouTube et il y aura aussi évidemment un CQFR. Et ben écoutez, en attendant, comme d'habitude, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.